Le temps de l'info, c'est l'heure du fait du jour. Elle a désormais un nom, l'opération qui est menée par Israël au Liban. Flèche du Nord, c'est l'annonce ces dernières heures du chef d'état-major de Tsahal. Alors on va en parler avec nos invités que je salue, nos chroniqueurs, chers chroniqueurs sur ce plateau. Claire Fournier, bonjour Amélie. Ravi de vous retrouver. Bonjour à vous. Guillaume Oda, bonjour. Bonjour Amélie. Yael Gauze, bonjour. Bonjour Merci Amélie. beaucoup d'être là. Nous serons rejoints dans quelques instants par Georges Malbruno. D'abord, on prend la direction du terrain. Pour vous retrouver une nouvelle fois, Xavier de Giacomoni, vous êtes à Beyrouth avec Charlotte Lefetté. Alors, on a vu, Xavier, avec vous, tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Vous avez suivi la population qui tente de fuir, mais tentons maintenant, nous, de nous projeter sur les prochaines heures. Avons-nous quelques indices sur la suite des événements, quant à la suite des événements? Écoutez, nous suivons évidemment avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le sud du pays. Depuis Beyrouth, en fait, il y a des envoyés spéciaux, il y a des gens qui envoient des messages, on a des contacts aussi téléphoniques qui nous permettent de dire que ce matin, la situation a été relativement calme sur le front des bombardements israéliens. C'est-à-dire que l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne n'a pas fait de sortie massive comme ça avait été le cas hier. 1600 frappes, un chiffre faramineux. En revanche, le Hezbollah a bombardé le nord d'Israël pour remettre de la pression, pour montrer qu'il existait. Et en fait, les Libanais estiment ici que cette guerre va être très très longue. Maintenant, c'est une guerre. On ne parle plus d'une guerre qui pourrait arriver de danser au-dessus d'un volcan. Pour les Libanais, c'est une guerre. D'ailleurs, on l'a montré, beaucoup d'entre eux ont fui leur maison dans le sud. Ils s'installent dans la durée. Ils imaginent qu'Israël veut leur mettre une pression permanente, une pression permanente sur le Hezbollah, mais qui évidemment rejaillit sur l'ensemble de la population quand on voit tous ces réfugiés. Beyrouth aujourd'hui, c'est un capharnaüm insensé. Il y a des voitures partout, des embouteillages à nouveau, et puis toujours ce risque de frappe en plein cœur, notamment de la banlieue sud, le quartier chiite qui est à 2 pas d'ici. Hier, une deuxième frappe d'importance sur un immeuble a raté de très très peu un haut cadre du Hamas, du Hezbollah, pardon. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni, merci à Charlotte Lefetté. Et pendant que vous parliez, revoyez vos images que vous avez tournées avec Charlotte Lefetté à Tyr. Et donc encore une fois, vous l'avez vu, cette population paniquée qui tente de fuir par tous les moyens. On continue de parler des faits avec vous, Mathieu Karman. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Que sait-on des frappes, pour commencer, de ces dernières heures? Eh bien, ces dernières heures, vous en parliez il y a quelques instants, on découvre ces images de ces frappes israéliennes. L'armée qui a annoncé avoir ciblé plus de 1600 cibles qualifiées de terroristes avec l'aide de dizaines d'avions de combat. Ces images qui nous parviennent là, on est là au sud du Liban. On découvre ces panaches de fumée dans le ciel libanais qui se dégagent là. Et regardez cette carte pour les bombardements israéliens. On est majoritairement donc dans le sud du Liban, notamment sous le fleuve Litani que l'on voit en bleu sur cette carte et qui est essentiellement contrôlé par le Hezbollah. Des frappes au sud donc, mais également un peu plus au nord, du côté de la plaine de la Beka. On est là à 60 km environ à vol d'oiseau de Beyrouth. Un endroit, là encore connu pour être un bastion du Hezbollah. L'armée israélienne, ces dernières heures, qui annonce également avoir fait une frappe ciblée sur Beyrouth, visant, selon le Hezbollah, le commandant du front sud du mouvement, Ali Karaké. Selon le Hezbollah, cet homme n'a pas été touché, il n'a pas été blessé. Mathieu, on insiste sur ces images, j'en parlais à l'instant avec Xavier de Giacomoni, tournées par notre équipe, de ces Libanais qui tentent de fuir. Et oui, regardez ce matin cette image assez impressionnante de cette famille, 4 sur un petit scooter avec leurs bagages. Ils tentent donc de fuir. Image de notre équipe sur place avec Xavier de Giacomoni et Charlotte Lefetté. On est là, c'était hier soir, du côté de Saïda, dans le centre du pays. Des dizaines d'habitants qui ont donc pris leur voiture pour fuir les zones concernées par les bombardements et arriver donc dans cette localité au centre du Liban. Des milliers de familles sont donc concernées par cet exode de masse. Notre envoyé spécial parle d'un voyage au bout de l'enfer et un gigantesque embouteillage de près de 50 km. Pour vous donner une idée, pour rejoindre le nord depuis le sud, il faut habituellement 1h15. Hier, il fallait près de 10 heures pour rejoindre le nord du Liban, avec donc des personnes, on le voit là, entassées dans des petites camionnettes, dans des bus, avec des enfants. Écoutez ces réactions au micro de notre équipe sur place. On fuit les frappes israéliennes. Ils ont détruit des résidences, des habitations avec des civils. Je mets ma famille à l'abri et je reviendrai. Dieu nous donnera la victoire. Dites à Netanyahou qu'on reviendra. Pour moi, c'est sûr, c'est le début de la guerre.
Alors, le centre d'urgence du ministère de la Santé du Liban parle d'au moins 492 morts, dont 35 enfants et 58 femmes. Il y aurait également plus de 1600 blessés. Alors rappelons que toutes les écoles libanaises sont fermées dans le pays, qu'elles soient publiques comme privées. Et dans le même temps, le Hezbollah a également annoncé avoir frappé le nord d'Israël. Plusieurs tirs ont été recensés, notamment du côté d'Haïfa. Israël qui dit ces dernières minutes avoir intercepté plus de 50 projectiles venant du sud du Liban. Et on découvre là le dôme de fer israélien qui s'est donc mis en place hier pour intercepter ces tirs du Hezbollah en direction d'Israël. Merci beaucoup, Mathieu Karman. Merci à vous. Georges Malbruno, bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être là. Je vous laisse vous installer. Je vous propose d'écouter à nouveau les mots du patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui craint plus que jamais la guerre totale. L'escalade est extrêmement dangereuse et inquiétante. Je peux dire que nous sommes presque au bord d'une guerre totale. Georges Malbruno, beaucoup disent, attendez, il ne faut pas être dans la crainte, on y est dans la guerre totale. Je vais citer le colonel Goya, que nos téléspectateurs connaissent par cœur, qui écrit, cette fois c'est sûr, la guerre à grande échelle est lancée au Liban. J'en suis pas sûr, non. Heureusement qu'elle n'est pas encore lancée, parce que si elle était lancée, ça voudrait dire que le Hezbollah utiliserait des missiles qu'il n'a pas utilisés et que son allié iranien le rejoindrait. Donc non, on n'est pas encore dans la guerre totale, mais on glisse vers une guerre qui devient de plus en plus dangereuse. Vous avez vu quand même 500 morts hier, c'est un bilan extrêmement lourd. Hein. Il n'y a pas que des combattants du Hezbollah, il y a aussi des femmes et des enfants. Israël veut réduire les capacités de combat du Hezbollah en frappant, selon eux, des unités, des dépôts d'armes, etc. Il veut faire en sorte que le Hezbollah recule. Vous parliez tout à l'heure du Litani, au-delà du fleuve Litani, pour que le Hezbollah se désolidarise du Hamas, arrête de tirer sur le nord d'Israël et que les Israéliens puissent rentrer chez eux. Je ne suis pas sûr, et quand je dis les Américains disent la même chose, qu'une guerre vers laquelle on avance permette aux Israéliens de revenir chez eux. Donc je crois qu'on s'achemine vers une guerre d'usure. Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que cette phase, elle s'annonce longue, cette phase aérienne, est-ce que ça va durer des jours, voire même des semaines? Est-ce qu'on va dépasser la configuration de 2006, dont je rappelle d'ailleurs le bilan, c'était 1500 morts civiles à l'époque? Non, ça va durer plusieurs jours, des semaines... J'en suis pas sûr, personne vraiment ne le sait. Ça va durer plusieurs jours. Il faut voir dans quelle mesure le Hezbollah va riposter. Le Hezbollah, on a les moyens? Il a encore les moyens, il a les moyens. Oui. La preuve, c'est qu'il l'a fait encore ce matin en visant Haïfa. Pour l'instant, le Hezbollah, comme l'Iran, ne veut pas d'une guerre totale. C'est pour ça que le terme de guerre totale, je pense, au jour J, n'est pas approprié. Le Hezbollah lance des missiles qu'il n'avait pas l'habitude de lancer, justement, pour se cantonnant pour l'instant au nord d'Israël, en descendant quand même. On est allé près de Haïfa, une grande ville. Les craintes, c'est qu'il descende encore plus et qu'il tire sur Tel Aviv et d'autres secteurs dans le centre du pays. On va voir si le Hezbollah, qui a été quand même, la semaine dernière, a reçu des coups très durs. Hein. C'est pour ça qu'on se demande plus que jamais si le Hezbollah a les moyens de riposter aujourd'hui. On a l'impression que Israël teste encore les capacités du Hezbollah. Eh ben, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça en face, en réalité. Non, il y en a eu quand même. Ils ont tiré quand même hier ou pendant le week-end 150 roquettes. Mais encore une fois, je pense que le Hezbollah n'est pas dans une posture parce qu'il n'en a probablement pas les moyens. Et puis, ça n'est pas son calcul. Son calcul, c'est de prolonger une guerre d'usure, d'user l'armée israélienne, d'user la société israélienne et non pas se lancer dans une guerre totale dans laquelle à l'issue de laquelle il serait perdant. 2006, sauf erreur de ma part, certains parlent encore de double campagne, c'est-à-dire on vise le Hezbollah, mais on met la pression sur le gouvernement libanais pour que lui-même pressurise le Hezbollah à son tour. Il n'existe plus. Il n'y a pas de gouvernement au Liban, donc c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul aussi parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui n'aiment pas le Hezbollah, c'est sûr, mais aujourd'hui, il y a quand même une espèce de front commun, parce que vous avez vu les images, des centaines de milliers de Libanais qui doivent fuir, des bombardements
malheureusement, moi j'avais quelqu'un au téléphone ce matin, chrétien, qui ne porte pas forcément dans son cœur le Hezbollah. Il y a même eu des missiles qui sont tombés en secteur chrétien au nord de Jounieh. Donc voilà, je pense que on va voir. Il y a un épisode diplomatique à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Américains ont dit qu'ils allaient mettre sur la table des idées, mais à l'heure où on se parle, personne ne dit à Israël d'arrêter, donc Benjamin Netanyahou continue, fait diversion, puisque même les Américains disent la clé, elle n'est pas au Liban, elle est à Gaza, c'est le feu. Et j'insiste, pardonnez-moi, mais sur la capacité de réponse, encore ou non, du Hezbollah, l'armée israélienne, elle dit avoir éliminé un grand nombre de membres du Hezbollah dans les frappes au Liban. On va montrer un petit organigramme de tous ceux qui ont pu être frappés, et ça remonte quand même très très haut du côté du Hezbollah. Quand on regarde ça... Pardon, c'est pas une obsession, mais quelle est la capacité du Hezbollah, non seulement à réagir, mais à décider même de le faire? Alors, ils ont frappé très fort, notamment la force Radwan, qui était l'unité d'élite, celle-là même qui devait, moi il me l'avait dit depuis quelques années, dans leur plan, alors après est-ce que c'est des plans, c'est des rêves, pénétrer en Galilée. Donc ils ont décapité Radwan avec Ibrahim Akil samedi, et ils ont tué une quinzaine de hauts commandants. Si on regarde un facteur qui est intéressant, c'est les âges de ces messieurs qui ont été tués. 10 sur 15, je crois, avaient environ 55-60 ans. Donc ça veut dire que c'est des gens qui étaient quand même sur la fin de leur carrière, mais qu'avec une forte expérience. Donc je pense, et le Hezbollah évidemment le sait, comme toutes les organisations de cette nature-là, derrière ceux dont on voit qu'ils ont une croix rouge sur le portrait, il y a déjà un numéro 2. Donc je suis assez sceptique quand on dit le Hezbollah a été décapité. Non, ils ont subi des pertes considérables, mais ils ont encore beaucoup de moyens. Ils ont encore un réseau de communication filaire qui est enterré, qui est sous terre, qui leur permet de communiquer. Et donc voilà, ils ne vont. Je ne pense pas qu'ils se lancent dans une guerre totale, parce que la guerre totale leur serait fatale. Donc ils veulent continuer, user Israël. Et Nasrallah l'a bien dit jeudi, Israël veut que le Hezbollah arrête ses tirs et se désolidarise du Hamas pour faire revenir. Nasrallah lui a dit non, la guerre continuera. Alors est-ce qu'elle va continuer? Je pense qu'elle va continuer à un rythme plus ou moins élevé. Là, elle est élevée côté libanais, mais le Hezbollah continue quand même de tirer. Vous avez vu, ils ont tiré sur Haïfa, et je pense qu'ils ont des missiles qui leur permettraient de tirer ailleurs, de viser des cibles plus en profondeur. Et ça, c'est la crainte des Israéliens. Oui, ces missiles à longue portée, pour rebondir sur ce que disait Georges Malbruno, c'est en gros quand même l'assurance vie du programme nucléaire iranien. Il n'est pas tout à fait sûr que le parrain à Téhéran ne donne l'autorisation à ce stade d'utiliser ces armements lourds qui effectivement précipiteraient la région dans une conflagration régionale. Moi, je pense que ça dépend effectivement de 3 points. L'attitude du Hezbollah, il est en train de plier. Est-ce qu'il va rompre? Est-ce qu'il va continuer à tirer? On l'a vu aujourd'hui, ça s'affiche sur le bas de notre écran. 50 projectiles supplémentaires ont été tirés. C'est-à-dire qu'il a encore la capacité de tirer. Ce qu'il a été paralysé, désorganisé, décapité, on le verra, ça c'est les prochains jours qui nous montreront. Le deuxième point, c'est l'attitude de l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bombardement extrêmement massif, 1300 cibles, près de 500 morts. Le message, il est quand même extrêmement clair. Elle est en train, l'armée israélienne, d'acheminer 2 divisions blindées, la 98e et la 72e qui remontent de Gaza. Elle a des hommes et des fantassins. Est-ce qu'elle veut maintenant entrer en territoire libanais? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle le veuille maintenant. Est-ce qu'elle est prête? Il faudrait mobiliser pour ça des dizaines de milliers de réservistes qui ont combattu à Gaza et qui sont extrêmement fatigués. Effectivement, c'est un piège. Et puis, Georges le disait, 3e point, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies en ce moment. Donc, il va y avoir une intense activité diplomatique, des messages qui vont passer dans tous les sens, et les Américains à la manœuvre qui vont tenter la désescalade, la diplomatie. Mais quand même, ils sont en train de déployer aussi des hommes dans la région pour renforcer les 40 000 hommes au Proche-Orient qu'ils ont. Ce tiroir-là, on va le garder pour plus tard. Il est très important. Que peut la diplomatie, que peuvent les Américains? On va en parler dans quelques instants. Je prends les choses point par point. Effectivement, j'ai interrogé la capacité du Hezbollah à répondre, mais quelle est la capacité d'Israël à maintenir une telle opération, sachant que derrière, effectivement, il y a une armée, des réservistes occupés par Gaza, Ils peuvent maintenir de manière durable, en tout cas, c'est un tel niveau de bombardement. La question que vous évoquiez, c'est effectivement, est-ce qu'il va y avoir une opération terrestre, par exemple? Là, ce serait le piège. Et les Israéliens ont compris que ce serait un piège. Ce serait un piège parce que le Hezbollah retrouverait sa légitimité de résistant, qu'il n'a plus depuis mai 2000, où l'armée israélienne a dû sortir du sud Liban, justement à cause du Hezbollah. Donc ça, ce serait
je dirais, tout bénéfice pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Hassan Nasrallah jeudi dernier. Il a dit en arabe « bienvenue ». Donc les Israéliens ne vont pas le faire. Et d'autre part, ça mettrait l'armée libanaise aussi dans une position intenable, parce que dès lors que le Hezbollah se retirait un petit peu du sud Liban, les Israéliens diraient c'est à l'armée libanaise, c'est à vous, armée libanaise, de maintenir l'ordre. Donc l'armée libanaise, elle serait entre deux feux, le Hezbollah qui lui dirait de continuer de combattre, et les Israéliens qui lui diraient de les protéger ou de protéger. Donc sous votre contrôle, à chaque fois qu'Israël a tenté d'occuper le sud Liban, dans les années 80, ça s'est très mal passé. Il y a eu même des premiers ministres qui sont tombés. Ça s'est mal passé, mais ça a duré quand même 40 ans. Ouais. Donc il faut quand même rappeler qu'il y a eu une invasion israélienne du Liban en 82 qui a produit la naissance du Hezbollah. Et qui a produit aussi la chute du gouvernement israélien. Oui, voilà. Donc je pense qu'ils vont pas rééditer ça. Il va y avoir de nouveau des assassinats ciblés. Hier, ils ont essayé d'avoir à Laraki le chef du Front Sud. Et puis, il va y avoir une campagne de bombardement qui a commencé. Le Sud, la plaine de la Beka, les bastions du Hezbollah, pour essayer, encore une fois, de réduire ses capacités de combat et d'éliminer un certain nombre de missiles du Hezbollah. Simplement... Vous savez, les tunnels du Hezbollah, j'avais fait un papier, moi, il y a 10 ans, dans la Beka, il y a des tunnels qui sont à 100 mètres en profondeur, on les a vus, donc pour que les bombes israéliennes les atteignent, ça va être compliqué. Un vrai sujet. Il est important d'écouter aussi les mots de Benyamin Netanyahou, l'a pas encore fait, qui justifie son opération pour changer les équilibres. Regardez. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je tiens à clarifier la politique d'Israël. Nous n'attendons pas d'être menacés, nous anticipons la menace. N'importe où, sur n'importe quel front, à n'importe quel moment. Nous éliminons les chefs du Hezbollah, nous éliminons les terroristes, nous éliminons les missiles, et ce n'est pas fini. Quiconque essaie de nous faire du mal, nous lui faisons encore plus de mal. J'ai promis que nous changerions l'équilibre de la sécurité, l'équilibre du pouvoir au Liban. C'est exactement ce que nous faisons. Images maintenant qui nous parviennent en direct des Libanais toujours qui tentent de fuir. La situation elle est extrêmement difficile bien sûr sur place. Je ne sais pas si on peut voir ces images, on va me le dire. Voilà, on les voit, les images des embouteillages. Là, on est du côté de Damour, vous le voyez s'afficher le nom au Liban. Et donc, cette population qui tente de fuir, notre équipe l'a parfaitement expliqué depuis hier sur cette antenne. La réaction de l'Iran, parce que tout à l'heure, on nous disait, Gilles Delafour nous disait, ils sont aux abonnés absents. Le Hezbollah, proxy de l'Iran. Pourtant, que se passe-t-il ? Ils sont lâchés, le Hezbollah ? Pas du tout. Mais l'Iran, le président iranien est aux États-Unis, Massoud Pezeshkian, entouré de son ministre des Affaires étrangères, de son ancien ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui avait négocié l'accord nucléaire, et ils ont dit, nous, on veut renouer avec l'Occident, on veut renégocier, etc. L'Iran n'est pas aux abonnés absents, il est aux abonnés absents pour tous ceux qui pensaient que l'Iran allait se jeter dans le piège tendu par Israël et à déclarer la guerre à Israël. Non, l'Iran ne veut pas d'une guerre totale. Voilà. Alors, simplement... Ce qui a changé un petit peu la donne. C'est pour ça que Netanyahou, quand il dit qu'il veut changer l'équilibre du pouvoir, bon, il ne va pas y arriver, mais comme tu le disais, le Hezbollah, en attendant que l'Iran ait la bombe nucléaire, le Hezbollah était la dissuasion ultime de l'Iran face à Israël. C'est lui qui tapait, etc. Aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui protégeait l'Iran. Aujourd'hui, le Hezbollah est affaibli. Et donc, c'est l'Iran qui devrait venir au secours de son allié, le Hezbollah, qui ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Iraniens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui sont avec le Hezbollah et qui ont une connaissance fine de la capacité d'action du Hezbollah. Ils considèrent que le Hezbollah ne va pas mourir demain. Mais si je dirais le Hezbollah continuait comme ça à s'affaiblir, à un moment ou à un autre, pour l'Iran, il faudrait le secourir. Mais je pense qu'on en est encore assez loin. Oui, il y a le gosse. Encore plus troublant concernant l'Iran, aux États-Unis, Massoud Pezeshkian a été jusqu'à reconnaître pour la première fois qu'il y avait eu une agression russe en Ukraine. Oui. Le mot agression russe, la guerre a commencé en février 2022. Vous avez l'Iran et la Russie avant 2022. Mais comment il faut comprendre ce pas au moment où il y a ce conflit au sud Liban, comment comprendre ce pas de côté presque pro-occidental de l'Iran ? Qu'est-ce qu'il cherche à travers ces mots qui sont nouveaux en diplomatie ? L'Iran, en tout cas Pezeshkian, parce que l'Iran de Pezeshkian, c'est hélas pas totalement l'Iran, il y a le guide suprême, il y a les gardiens. Ouais. L'Iran ne veut pas se jeter à corps perdu dans les bras de la Russie. Ne veut pas. Bon, veut garder une position
pas médiane, mais de négociateur. Les Iraniens sont des redoutables négociateurs. Donc vous avez vu qu'il y a des accusations dans lesquelles ils ont livré des missiles à la Russie, mais sans le système de lancement. Donc voilà, l'Iran ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'il a une situation. Est-ce qu'il faut avoir un lien avec la situation concernant le Hezbollah? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, des gages de bonne volonté donnés par l'Iran en échange d'une clémence des Occidentaux sur le programme nucléaire, par exemple, ou pas? Oui, enfin l'Iran considère qu'aujourd'hui, mais il le considère depuis le 7 octobre, ils ne veulent pas de guerre totale, aux grandes dames d'ailleurs de son allié le Hamas. L'Iran veut essayer d'améliorer sa situation économique qui est détestable, donc une levée des sanctions, d'où le discours sur on va revenir aux négociations sur le nucléaire, etc. Et puis ils ont une situation interne qui est compliquée économiquement, l'économie va très mal, et puis il y a quand même 70% des Iraniens qui sont aussi, qui n'aiment pas trop ce régime, donc l'Iran est dans une posture plutôt attentiste. Je vous écoute Guillaume Oda, mais juste après, il faut absolument qu'on écoute Joe Biden et qu'on s'interroge sur la réaction de la communauté internationale et de se demander ce qu'elle peut encore faire. Mais donc Guillaume Oda. Non, mais simplement pour ajouter à cette dynamique d'intérêt en fait de ce duopole, en gros Téhéran et milicite Hezbollah, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, et ça sera une clé peut-être dans ce qui se joue actuellement, le Hezbollah c'est quand même un acteur en fait au sein du Liban. C'est un acteur caritatif, c'est un acteur politique qui dispose de députés au Parlement, c'est un acteur qui paralyse cet État, qui empêche la nomination d'un président. C'est pas un État dans l'État, c'est un État sur l'État dans la mesure où en fait sa milice armée, elle supplante l'armée même régulière du Liban. Et la clé, ça sera peut-être de savoir jusqu'à quel point à un moment donné le Hezbollah va vouloir jouer ses intérêts propres. À quel moment il considérera que sa position au Liban, elle sera menacée et qu'il faudra la défendre à tout prix, avec le soutien ou non de l'Iran. Je pense qu'il y a quelque chose de cela qui va se jouer et on en saura un peu plus évidemment les prochains jours. En tout cas, là pour le moment, ce qu'on sait, déclaration de Joe Biden qui veut travailler à la désescalade. Il veut aussi des mesures dans les prochains jours. On va interroger tout ça parce qu'on a du mal à voir concrètement ce que ça peut donner, mais d'abord on va le réécouter. Discutons de nos efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza et d'un certain nombre de questions dans la région. J'ai été informé des dernières avancées en Israël et au Liban. Mon équipe est en contact permanent avec ses homologues sur place et nous travaillons à une désescalade qui permette aux gens de rentrer chez eux en toute sécurité. Les États-Unis vont soumettre des idées concrètes pour faire baisser la tension frontière. C'est quoi l'état des lieux Israël, États-Unis aujourd'hui? Que peut encore Joe Biden vis-à-vis de Benjamin Netanyahou? On sait le niveau de tension, on va en reparler, entre la France, Emmanuel Macron et Netanyahou quand ils se parlent. C'est la tension totale au téléphone. Et avec Joe Biden? Avec Joe Biden, Netanyahou ne l'a pas écouté. Et Joe Biden n'a pas de chance parce qu'on est à 40 jours de l'élection américaine, et la presse américaine l'a dit, il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Or, la clé de tous ces problèmes, c'est à Gaza, c'est le cessez-le-feu. Biden, les Américains étaient prêts d'arriver à un cessez-le-feu, même Israël, sauf que Benjamin Netanyahou n'en a pas voulu il y a 2 mois. Donc aujourd'hui, Netanyahou et Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Donc il n'y en aura pas, hélas. Et à partir du moment où il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza, eh bien Nasrallah, chef du Hezbollah, dit « nous continuons, par solidarité, d'attaquer ». Et donc, on se mord la queue, si je peux me permettre. J'ajoute juste un petit étage là, à cette question, parce que la France, par la voix de Jean-Noël Barrot, demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. On va l'écouter, parce que là encore, on va se demander à quoi ça sert. La France appelle une nouvelle fois les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional qui serait dévastateur pour tous, à commencer par les populations civiles. C'est pourquoi j'ai demandé que se tienne une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Liban cette semaine. Cet appel, l'ONU qui se réunit cet après-midi, déclaration des États-Unis. On a le G7 aussi qui a fait une déclaration commune. Et après quoi? Mais ce qui est très troublant, et presque assez choquant d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression que les États-Unis se font imposer l'agenda de Netanyahou. Aujourd'hui, ils n'ont pas la main, ou ils ne la prennent pas en tout cas. Israël dit aux États-Unis, si vous voulez une désescalade, il faut d'abord en passer par l'escalade. Si vous voulez éviter la guerre, il faut d'abord une première guerre. C'est ça le message que Netanyahou envoie à la Maison-Blanche. Et à 40 jours des élections présidentielles, les États-Unis ne veulent pas rentrer dans un conflit aussi dur. Ils veulent rester le plus loin possible, le plus en dehors possible. Donc aujourd'hui, Netanyahou, il est un peu en roue libre. Et il a surtout en face de lui un Joe Biden, qui est un démocrate ancienne génération, très attaché à Israël, de manière très classique, dans la doxa habituelle.
Et donc il profite aussi de cette faiblesse américaine dans un contexte politique américain. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs hommes dans cette histoire. Yahya Sinwar, Georges le disait, Yahya Sinwar c'est le chef suprême du Hamas à Gaza. Il n'a aucun intérêt en réalité à ce que cet état de guerre permanent ne cesse, dans la mesure où c'est ce qu'il souhaitait depuis le départ. Quelque chose qui mène à une confrontation régionale, voire mondiale, dans ses rêves les plus fous. C'est la stratégie du fou. Et puis il y a Benjamin Netanyahou. Il ne fera certainement pas ce cadeau à Joe Biden que de conclure un accord qui verrait en plus la libération des otages qui sont encore aux mains du Hamas à Gaza. Donc on est dans cette configuration-là. Évidemment, la clé, c'est l'élection présidentielle américaine. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir le post-5 novembre. À partir du moment où Joe Biden aura les mains libres, parce qu'il sera de toute façon en situation de transition de pouvoir, et on verra ce qu'il fera sur les 2 ou 3 derniers mois qu'il aura à sa disposition. La conclusion vous revient, Georges Malbruno. Hélas, le Liban va vivre des jours difficiles, mais oui, mais hélas, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, Netanyahou profite d'une conjonction d'éléments qui font que, effectivement, eh bien, les Israéliens du Nord ne vont pas rentrer chez eux, les Palestiniens de Gaza vont continuer d'être bombardés, et les Libanais vont souffrir parce que le Hezbollah prend des coups, mais il y a des civils qui aussi prennent des coups, hélas. Merci Georges Malbruno d'avoir été avec nous.